Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a procédé ce matin à la présentation de son rapport 2019-2020 sur l'état des droits humains au Niger. Le résumé de cette présentation avec Nafissa Zakou et Aboubakar Souley. Ce rapport cumulé 2019-2020 sur l'état des droits humains au Niger, présenté par la Commission nationale des droits humains CNDH à l'Assemblée nationale, vise à informer et à donner des avis sur les violations des droits de l'homme. Elle est subdivisée en plusieurs parties, dont une sur les droits civils et politiques ou encore sur la détention et la torture. En donnant l'état des droits humains au Niger, en faisant la situation, en montrant les progrès qui ont été réalisés dans telle ou telle catégorie, des défis qui restent à relever, et en faisant également des recommandations, la CNDH outille les députés pour qu'ils puissent aussi à leur tour effectuer leur mission convenablement, notamment dans le cadre de l'interpellation des ministres sectoriels, mais aussi dans le cadre des réformes qu'il faut envisager là où il y a nécessité de faire des réformes. Donc ça a un exercice pédagogique, c'est informatif pour les députés. Ce rapport que nous venons de présenter est un rapport cumulé 2019-2020. Donc il est structuré comme suit. La première partie, c'est donc les droits civils et politiques. La deuxième partie, la détention, la torture. La troisième partie concerne les droits économiques, socioculturels et environnementaux. Et la quatrième partie concerne ce qu'on appelle les droits de la femme, de l'enfant, des personnes handicapées, etc. Et la quatrième partie et la cinquième partie concerne les questions migratoires et puis la question de l'esclavage. Les questions sécuritaires et des migrants ont été aussi évoquées dans ce rapport. Les traits marquants de ce rapport, c'est surtout les questions sécuritaires et puis la question aussi des élections que le Niger a organisées entre 2020 et 2019-2020, du moins 2020 et l'autre partie en 2021. Et donc nous avons fait la situation du point de vue de la violation des droits humains. C'était le fait non seulement des terroristes, mais aussi des forces de défense et de sécurité. C'était un devoir pour nous de recevoir des plaintes des familles, de faire des investigations et de dresser rapport par rapport à ces violations. En 2019, il y a eu plus de victimes qu'en 2018. Et en 2020 également, il y a eu plus de victimes. Donc la situation s'est dégradée. Et c'est pour cela que dans les recommandations, nous avons demandé donc aux autorités de prendre des mesures pour la sécurisation du territoire, pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ce rapport est clair et scientifique, puisque c'est fait sur la base d'investigations avec un médecin légiste, avec la police scientifique, et au finish, tout ce que nous avons dit dans le rapport a été démontré sur le terrain. Au terme de cette présentation, la CNDH a formulé des recommandations, notamment au droit à la vie, aux atteintes à l'intégrité physique et à la dignité humaine, aux droits des personnes privées de liberté ou encore relatives à l'amélioration du système éducatif dans les zones affectées par les conflits. Ouverture ce matin à la salle Dounia de l'hôtel Ténéré d'un atelier d'auto-évaluation de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Cette rencontre de 4 jours est organisée par le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAF grâce à l'appui financier de l'ambassade d'Allemagne au Niger. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou.
La présente rencontre regroupant élus nationaux, membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et les experts du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité vise à se pencher sur les capacités générales de l'Assemblée nationale, évaluer ses forces et ses faiblesses et identifier les domaines spécifiques nécessitant un renforcement de capacités. Occasion pour le représentant du Centre Genève de s'appesantir sur l'objet de cette rencontre tout en situant les axes de leur coopération avec la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale. DECAF a appuyé en 2016 la Commission Défense et Sécurité pour évaluer ses forces et faiblesses par rapport à son mandat, à ses missions en matière de contrôle des secteurs de sécurité et de défense. C'est ce même exercice que nous allons faire durant cet atelier avec la nouvelle commission dans le but de rendre leur mission de contrôle plus efficace. Il sera entrepris avec les parlementaires sortants un processus de partage des leçons apprises, notamment en recueillant des conseils clés et en documentant un ensemble de bonnes pratiques pour les nouveaux membres de la commission. Une collaboration entre le DECAF et la Commission de défense de l'Assemblée nationale rendue possible grâce à l'appui financier de la République d'Allemagne, dont le diplomate accrédité au Niger n'a pas manqué de situer l'importance de la rencontre et leurs attentes. Pour nous, l'Allemagne, l'exercice est important parce que nous dépensons beaucoup d'argent en tant que partenaire dans le camp de la sécurité ici au Niger. Ça nous fait confiance de voir que les efforts dans le domaine de la sécurité, dans la défense de la population par les forces de sécurité, sont accompagnés par le Parlement, qui représente vraiment les gens, la population qui est défendue par ces forces de sécurité. Procédant à l'ouverture officielle de cet atelier, l'un des responsables de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale a rappelé les actions menées par la dite commission lors de la précédente législature grâce à l'accompagnement du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Dans le cadre de ces partenariats, plusieurs activités ont été réalisées grâce à l'appui financier du DECAF. On peut citer entre autres une mission de sensibilisation sur la paix et la sécurité effectuée à Difa en 2017, le renforcement des capacités des membres de la commission de législature passée en 2018, 2019 et 2020. Un voyage d'études organisé avec les députés des pays membres de l'Iptako Gourmand en 2019 au Burkina Faso et au Mali. Vu l'exemplarité de cette coopération, les parlementaires de cette nouvelle législature souhaitent contribuer à améliorer davantage ces partenariats. Ainsi, 4 jours durant, les participants à cette rencontre auront à échanger sur l'évaluation des capacités parlementaires et celle des besoins législatifs. Le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAF organise un atelier d'auto-évaluation de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale du Niger. Cet atelier, qui prendra fin le 3 juin, vise à renforcer les capacités des parlementaires sur le contrôle de l'exécution des programmes de défense et de sécurité. Détail dans cet élément du studio Kalongo. La commission défense et sécurité est une commission très importante dans le cadre du renforcement de la gouvernance du secteur de sécurité, puisque ce sont eux qui contrôlent, ils représentent le peuple. Donc les actions, ils sont redevables en quelque sorte des actions que le gouvernement amène pour la population, puisqu'ils sont élus par le peuple. Donc cet atelier consiste à renforcer leurs capacités, surtout en termes de contrôle de l'exécution des programmes de la défense et de la sécurité. Les principaux résultats, c'est qu'on puisse avoir une commission défense et sécurité qui sache bien sa mission. Et donc qui puisse cette fois-ci mieux représenter le peuple en sachant d'abord quels sont les besoins sécuritaires pour le peuple nigérien et qu'est-ce qu'ils doivent demander à l'exécutif pour que ces besoins soient accomplis. Nous avons 21 membres
21 députés, membres de la commission de défense et de sécurité, donc qui sont concernés par cette activité. Nos attentes, c'est de voir les modules qui sont présentés et de les suivre attentivement et apporter un renforcement des capacités des députés membres de la commission sur toutes les thématiques concernées. Direction l'arrondissement communal à Niamey 5 où les femmes du quartier Sagia, victimes des inondations de 2020, sollicitent l'aide de l'État pour sauver leur rizière, leur seule source de revenus. Le reportage est signé Nafisa Yahya et Abdel Nasser Seydou. Les inondations de 2020 au 5e arrondissement communal de Niamey ont occasionné beaucoup de dégâts, notamment au quartier Sagia, où les femmes réunies au sein de la coopérative Bonferré Sagia Amon ont vu leur activité arrêtée pendant un bon moment. Nous rencontrons beaucoup de problèmes après les inondations. Nous ne pouvons plus cultiver. L'inondation de 2020 a emporté toutes nos rizières. Les gens nous réclament le riz du Niger parce qu'ils ne veulent pas le riz importé. Les femmes de la coopérative Bonferré Sagia Amon, par la voix de leur présidente, lancent ce cri de cœur après l'alerte donnée par la météorologie nationale qui a annoncé de nouvelles inondations cette année encore. Ce que nous attendons de l'État, c'est de nous aider à renforcer les digues de protection pour que même en cas d'inondation, nos champs de riz soient épargnés. Il faut noter que cette activité est la seule source de revenus des femmes de la coopérative Bonferré Sagia Amon. C'est pourquoi elles ne demandent que de l'aide pour reprendre leur activité. Les sinistrés de 2012 relogés au quartier Seno 2, plus connu sous le nom de Mariga, eux, de leur côté, se plaignent du manque de certaines infrastructures. Ces dernières apparaissent vitales aux yeux des habitants de ce quartier, l'ont fait savoir à nos reporters Adam Soumana et Sadoudou. Plus connu sous le nom de Mariga ou encore Seno 2, ce quartier du 5e arrondissement de la capitale a vu le jour en 2012 de suite des inondations qui ont fait des sinistrés dans la dite commune. Des sinistrés relogés dans cet espace quasiment désertique où de nos jours leur vécu quotidien n'est pas du tout reluisant. La première urgence, c'est la voie qui mène au goudron. Parce qu'actuellement, si on a les femmes qui ont un travail, on ne peut même pas l'évacuer. Et alors qu'on habite seulement à peu près à 1 kilomètre du goudron. Mais il y a tellement de sable à quel point que les véhicules ne viennent pas. Les taxis ne viennent pas. Nos véhicules, on est obligé de garer nos véhicules en bas au goudron pour venir à pied. Il faut qu'on prenne les charrues des ânes pour évacuer les femmes. Et alors qu'on habite à peu près à 4 km de la ville de Niamey. On habite à peu près à 4 à 5 km de la présidente de la République. Et puis nous voulons de l'eau. De l'eau. De l'eau, c'est la vie. On n'a pas de l'eau. À chaque fois, on a des problèmes de l'eau. À chaque fois, on a des problèmes de l'eau. Et concernant l'école, on a une école où on ne sait même pas... Parce qu'il y a l'érosion là qui veut faire partir l'école. Il y a urgence là-bas. Là. Parce que nous, maintenant, si nos enfants sont en classe, s'il y a l'orage, on a peur. Il faut que chaque femme court pour aller prendre son enfant. Parce que s'il y a la pluie, l'eau va partir avec les enfants. Et nous voulons une école. Et si c'est possible, nous voulons réellement une petite dispensaire ou bien la chose que le gouvernement peut nous proposer. Un train de vie qui est loin d'être celui d'un citadin, à plus forte raison d'un habitant de la capitale qui amène ses hommes et femmes à lancer cet appel. C'est notre cri de cœur qu'on lance aux autorités compétentes. Tu vois? Parce qu'un pauvre n'a personne que le bon Dieu et son autorité. Surtout et à Monsieur l'Excellence, Monsieur le Président de la République, le président de tous les Nigériens, le SG de la mairie commune 5, il est au courant de tous nos problèmes. Mais comme
Comme les décisions ne viennent pas de lui, les autorisations ne viennent pas de lui, on ne peut pas lui en vouloir pour dire que c'est lui qui a refusé ou bien c'est pas lui qui a refusé parce qu'il a des ordres qu'il devrait suivre. Mais notre creux de cœur va à celui qui donne les ordres. S'il est vrai que les autorités compétentes avaient promptement réagi à l'époque en relogeant ses compatriotes sinistrés, et ce dans l'urgence, toute chose à saluer. Force est de reconnaître qu'après près d'une décennie, ces mêmes autorités doivent aussi être un peu plus regardantes sur leurs conditions de vie pour une amélioration de celles-ci. Actualité à l'international, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a suspendu le Mali de toutes ses instances hier lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu hier à Accra, au Ghana. Détail dans cet élément. Le Mali suspendu de la CEDEAO, c'est la réponse de l'organisation régionale après le second coup d'État militaire survenu dans le pays en moins d'un an. Nous avons décidé de suspendre le Mali de la CEDEAO. L'une des décisions des chefs d'État est que la junte doit absolument, dans les prochains jours, nommer un nouveau Premier ministre civil pour former un gouvernement. La CEDEAO demande donc à la junte militaire de partager le pouvoir de transition avec les civils au plus vite, de former un gouvernement inclusif selon le communiqué final du sommet. Les chefs d'État ouest-africains condamnent la prise de pouvoir du colonel Assimi Goïta, désigné président de la transition vendredi dernier, mais les sanctions s'arrêtent ici. Contrairement aux décisions de l'organisation prises après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta en août dernier, il n'y a cette fois pas de fermeture des frontières ni d'embargo économique sur le Mali. Le colonel Assimi Goïta, quant à lui, a présenté un visage étonnant à son arrivée à Accra samedi. Il s'est présenté aux dirigeants de la CEDEAO, exceptionnellement habillé en civil, les cheveux et le visage rasés de frais. Le chef de l'État malien s'est rendu au Ghana officiellement pour des consultations, mais il n'était pas présent dans la salle lors du sommet dimanche, selon des journalistes sur place. Le Premier ministre civil demandé par la CEDEAO, ce pourrait être Choguel Maïga, un cadre du mouvement d'opposition du 5 juin, formation proposée par Assimi Goïta pour diriger le gouvernement. La CEDEAO demande aussi la libération des dirigeants civils arrêtés lundi dernier. Elle considère Ban Dao et Mokhtar Ouane toujours en résidence surveillée. Enfin, elle réclame la tenue d'élections comme prévu en septembre 2022. Une question reste en suspens, la présence militaire française au Mali. Ce dimanche, Emmanuel Macron a déclaré que la France ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique. Plus de 5000 soldats français sont toujours engagés au Sahel. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.